À 7h34, on va voir si Martin était attentif. Toujours. Dans la souvent. fin de l'interview politique, à quand remonte la première épidémie de l'histoire qu'on a nommée comme telle. Il m'a semblé que c'était moins 437, non ? Ouh là là, moins 430, attends. voilà, très bien. C'est l'une des informations que l'on peut trouver dans cet ouvrage, Les grandes épidémies dans l'histoire. C'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant aujourd'hui parce qu'en le parcourant, vous voyez qu'il n'est pas tellement épais, donc on peut vraiment voyager parmi les pandémies qui ont marqué notre histoire et surtout les changements de nos sociétés. Et finalement, on arrive au Covid à la toute fin. Et je vous avoue, je vais vous introduire d'abord Henri de Leersneider. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Et c'est vrai que quand on arrive au chapitre Covid, on se demande, tiens, finalement, ce Covid, il semble un peu inoffensif. Mais c'est-à-dire que par rapport aux anciennes pandémies ou épidémies, c'est pas terrible. Évidemment, pour ceux qui souffrent actuellement, ça paraît un peu fort de café de signaler cela, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que ça nous a sidérés ? Parce que nous croyons que nos sociétés étaient désormais à l'abri de ces crises sanitaires. Quand ça arrivait ailleurs, en Afrique ou ailleurs, on considérait presque, excusez-moi du propos, que c'était presque normal. Mais notre vanité a pris un fameux coup et nous nous sommes rendus compte, enfin, que nous sommes vulnérables et que nous faisons partie d'un écosystème qu'il s'agit absolument de respecter dans sa biodiversité, sinon, bonjour les dégâts. Mais pourtant, ce caractère international, c'est le propre même d'une épidémie qui devient très vite pandémie. Et quand on liste comme ça toutes les virus que vous évoquez dans cet ouvrage, on se rend compte que systématiquement, ce sont les voyages. Alors au départ, les légionnaires, et puis ça devient les commerçants. Et c'est ça qui crée en fait la pandémie. Donc on aurait pu juste comprendre qu'à un certain moment, le virus, comme disait Martin, n'attend pas à la frontière avant de passer cette frontière. Ah non, lui, il est vraiment international, transnational. Il n'a jamais attendu les frontières. Il n'a jamais attendu. En fait, dans le passé, quand il s'agit de la peste, par exemple, donc 1347, 1348, au milieu donc, du XIVe siècle, les virus voyageaient aussi. Mais ils voyageaient plus lentement, le long, évidemment, de la route de la soie, notamment. Tandis qu'aujourd'hui, ils sont plus rapides. Pourquoi ? Parce qu'ils ont partie liée au kérosène. Les échanges sont de plus en plus rapides. Et on est dans un monde interconnecté. Globalisé. Hyper globalisé, bien sûr. Hyper connecté, bien sûr, je vais le Donc dire. on aurait pu s'y attendre. Oui. Quoi. Voilà. Peut-être pour revenir sur le point de départ, qu'est-ce qu'on sait de la première grande pandémie, là, en moins 430, moins 437, au temps des Grecs anciens, alors C'est ça, la c'était première... la peste ? En fait, elle a été appelée la peste, 430, 429, 428, mais surtout 430, par Thucydide. Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, en fait une description exceptionnelle, qui fait vraiment autorité. Alors, est-ce la peste ? Non, c'est pas la peste, Non. parce que le mot pestis ancien, dans l'Antiquité, désignait un fléau, une épidémie, quoi. Alors, de quoi s'agit-il ? On ne sait pas très bien. Il semblerait, aux dernières nouvelles, que ça devait être le typhus ou une fièvre typhoïde. Mais qu'est-ce qui nous rapproche en fait de la manière dont les anciens traitaient déjà les symptômes des pandémies telles que celle-là ? Parce que finalement, est-ce que les choses sont fondamentalement changées ou est-ce qu'il y a déjà des ferments de la manière de lutter contre ces pandémies qui existaient déjà à l'Antiquité ou au Moyen-Âge ? Ce qui transparaît chez Thucydide, il met en évidence l'anomie qui s'installe. C'est-à-dire que quand une catastrophe sanitaire s'installe comme ça dans une société, eh bien, les lois, au sens très général, disparaissent. C'est presque chacun pour soi. Jean Delumeau, le grand historien, a dit que une pandémie, c'est la dissolution de l'homme moyen. D'un côté, vous avez des héros, et de l'autre côté, vous avez des lâches ou des margoulins qui en profitent. Eh bien, ça, c'est un des traits caractéristiques. Alors, aussi, vous évoquez l'Antiquité, eh bien, il y avait, bien sûr, la tendance à dire, ce sont les dieux qui se vengent de l'hybris, autrement dit, de la démesure humaine.
Et puis, avec le christianisme, très longtemps, notamment à propos de la peste noire, mais on dira punition de Dieu, punition divine pour les transgressions et les péchés. Donc en fait, il ne faut pas la prévenir, parce que c'est une punition qui, quoi qu'il arrive, adviendra. Oui, mais on a fait des progrès, je trouve, depuis le temps des Lumières, encore qu'actuellement, l'obscurantisme est tendance, hélas, à revenir. Il y a quand même eu des progrès de la science, et l'explication religieuse ne fait plus, et c'est tant mieux, autorité. La science a quand même progressé, et il faudrait aujourd'hui absolument avoir de plus en plus confiance, même si cette pandémie, qui est évolutive, évidemment, c'est compréhensible, terrasse d'angoisse les êtres humains. Monsieur Denner-Schneider, est-ce que vous avez une idée dans votre étude là, des pandémies dans l'histoire, de l'impact qu'ont eu ces pandémies, c'est-à-dire des suites l'une des thèses de la chute de l'Empire romain d'Occident, si je ne m'abuse, c'est une pandémie qui aurait pu provoquer cette chute. Est-ce qu'il y a d'autres leçons qu'on peut tirer? Donc, quel est l'impact, quels changements sociaux apportent ces pandémies? Vaste question, je vais essayer de résumer, mais je vous remercie, c'est évidemment très pertinent. Et juste parenthèse, quand on parle de pandémie, je vais simplement citer les quelques noms. On parle de la peste, mais aussi de la disette, de la variole, de la syphilis, du typhus, de la grippe, puis plus tard du sida et du Covid. Donc voilà, ça reprend quand même beaucoup de maladies. Je vous laisse y répondre. Et de la peste au choléra. Voilà. Bien sûr. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les études historiques concernant l'environnement, en fait, n'étaient pas très répandues depuis... Pourquoi? Parce que l'histoire est toujours un peu fille du présent. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'intérêt aujourd'hui pour l'environnement, pour l'écologie en général, a fait en sorte qu'on étudie un peu plus, justement, ce que vous venez d'évoquer, le rôle de l'environnement sur l'évolution humaine. Et c'est vrai que l'Empire romain a connu des pestes, selon le sens qu'on a donné, ça peut être aussi la variole. Par exemple, la peste du Justinien. Ça, c'est une véritable peste au sens d'aujourd'hui. Eh bien, ça a accéléré l'affaiblissement de l'Empire romain et il y a eu aussi, dans les années 535, 536, au milieu du VIe siècle, des éruptions volcaniques qui ont fait en sorte qu'il y a eu une petite ère glaciaire. Et ce fait-là a considéré que, évidemment, il y avait de la disette, de la famine, des difficultés et des gens qui mouraient. Donc, le rôle de l'environnement dans l'histoire est souvent prépondérant et a souvent été laissé de côté par rapport aux études économiques qui expliquent les évolutions sociales sous l'influence, bien sûr, du marxisme et aussi d'un certain libéralisme, puisque nous sommes dans une société où on a tendance à tout expliquer uniquement par l'économie, par le chiffre. Alors, si je peux continuer, oui. L'État, évidemment, joue un rôle dans ce genre de catastrophe. Ce genre de catastrophe, en fait, fait en sorte que c'est un accélérateur de tendance. Michel Foucault, dans les années 70, a montré combien la peste, notamment celle je crois que oui, c'est de Marseille en 1720, eh bien, montre que à ce moment-là, les pouvoirs publics interviennent et insistent sur le fait qu'il s'agit de protéger la société et il s'agit de rendre les corps dociles. Nous sommes là dans la tendance du biopouvoir, de la biopolitique. Inutile d'insister que nous sommes plus ou moins dans cette tendance. Mais ce qui est fou, c'est que cette question de la menace de la démocratie, elle se pose très très vite dans l'ouvrage. Très rapidement, on se rend compte que finalement, un fief qui est lésé par une pandémie, c'est aussi le renforcement d'un autre territoire voisin qui va impacter la démocratie. Et donc, quand on pose la question de savoir est-ce qu'il y a des enseignements à tirer, on entendait Alexia Bertrand nous dire aujourd'hui, on a quand même, c'est un contexte différent, on a accès à différentes technologies, etc. Oui. Mais la structure, quand même, reste similaire à ces épidémies que l'on a vu naître précédemment. Tout à fait. Au XVIIe siècle, Thomas Hobbes écrit le Léviathan. Et vous avez dans le frontispice de ce livre un souverain qui a d'une main une crosse, de l'autre une épée. Et sur son torse, on voit des petits êtres qui le regardent à la fois avec crainte, mais aussi respect. Et en dessous de ce personnage, dominant, bien sûr, vous avez une ville.
qui est dans la quiétude, qui est donc très calme, où il n'y a pratiquement personne dans les rues. Donc, vous voyez à quel point un pouvoir peut se renforcer au nom de mesures sanitaires que je comprends évidemment. On aurait dû garder un politique en plateau, à mon avis, pour cette interview. Marthe a une question. Non, professeur, moi j'avais une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'il y a des enseignements ou qui diriez-vous qui a été le mieux organisé à travers l'histoire pour lutter justement contre ces pandémies? Est-ce que c'était les Grecs, les Romains ou bien plus tard qu'est-ce qui est le plus frappant? Ce qui m'a frappé, c'est en 1665-1666, la grande peste de Londres. On en a un récit exceptionnel, fait par Defoe, auteur bien sûr de Robinson Crusoe. Il s'est informé, il a enquêté, et ce livre peut s'acheter en livre de poche, Gallimard. Eh bien, vous avez là une description très très minutieuse et des autorités, à savoir le confinement, donc déjà, éviter les rencontres, dans les cafés, etc. Et pourtant, elle a pris 75 000 vies, donc c'est que... Comment dites-vous ? Elle a pris 75 000 vies, si j'en retiens bien les lignes de cet ouvrage. Oui, c'est difficile. 15% de la population. Oui, c'est difficile à un moment donné, mais ça aurait peut-être été pire si d'autres... Oui. Alors, ce qu'on constate aussi dans ce genre de catastrophe, c'est que les plus riches, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont, ils quittent la ville. Ça, c'était un ordre. Hein. Déjà, Hippocrate disait « Partez, allez loin et revenez tard ». Mais ça a des conséquences néfastes. C'est qu'à ce moment-là, vous avez une extension de l'épidémie. Par exemple, en 1720, à Marseille... C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit l'inverse. Hein. Restez bien chez vous, ne partez pas. Ah oui, ça oui. Mais à Marseille, donc 1720, des gens sont partis. Et à l'époque, on a même construit un mur en Provence, du côté du Comtat venessin, dont on a toujours aujourd'hui un mur de 2 mètres à peu près, sur une trentaine de kilomètres, dont on a toujours aujourd'hui des restes. J'imagine également que la gestion de la mort était très très différente, puisque on ne soignait pas l'épidémie. Donc on devait traiter par l'isolement, mais également la gestion des victimes. Et il y a des choses étonnantes. Vous savez, en fait, puisque le mot peste, c'est quand même ça qui impressionne le plus. Hein. Je reviens à Londres. On ne savait pas très bien. Pendant très longtemps, on croyait que l'épidémie, que la contagion se faisait par l'air, les miasmes. Et ce qui est étonnant, ce que j'ai appris, bien sûr, dans l'œuvre de Defoe, l'année de la peste, il était conseillé de faire des fumigations, autrement dit, de parfumer, etc., et de fumer. Et dans les écoles, donc le tabac pouvait donc éloigner les miasmes pesteux. Autre temps, autre mœurs. Ça, c'est sûr. Peut-être une dernière chose qui m'a beaucoup interpellée dans cet ouvrage, c'est à la fois évidemment les parallèles que l'on peut faire avec l'épidémie que l'on connaît aujourd'hui, notamment ce concept d'isoler, de s'éloigner des personnes pestiférées. Voilà, le mot est bien choisi. Mais c'est aussi ces maladies que vous dites exogènes, donc la fièvre jaune, le paludisme, la rougeole, la coqueluche, et puis à l'époque de Christophe Colomb, cette variole qui l'importe, cette syphilis qui l'importe. Et donc il y a vraiment ce concept des maladies qui en fait, dans le territoire où elles naissent, sont tout à fait bénignes parce qu'on est immunisé, mais une fois hors de leurs frontières, elles deviennent hyper dangereuses, létales à en mourir. Donc c'est vrai que, est-ce que ce concept existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des territoires où des virus circulent sans risque, ou alors on est passé à un stade de la globalisation qui marque la fin de cette réalité? Donc deux choses. Au XVIe siècle, il y a un fameux échange biologique. Vous savez que la variole, les Amérindiens ne connaissaient pas la variole. Elle va être amenée par les colonisateurs, par les Espagnols, etc. Et la syphilis, généralement, on considère que, à force de trop découvrir, on considère que la syphilis est venue d'Amérique. Mais c'est pas aussi certain que ça. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu un bouleversement biologique, au point qu'on peut dire que Mexico, dont on dit qu'il a été vaincu par les armes des Espagnols, mais peut-être que justement le virus de la variole a été plus meurtrier que les armes elles-mêmes. C'est des choses dont on a tendance à oublier.
C'est la raison pour laquelle je me suis un peu appuyé sur cette recherche. Mais comme j'étais confiné, j'avais le temps, évidemment. Mais c'est vrai que c'est là qu'on se pose vraiment la question de savoir si finalement cette épidémie, et on clôturera là-dessus, est relativement inoffensive par rapport à notamment la peste noire qui a décimé un tiers de la population européenne. La question mérite d'être posée. Et la grippe dite espagnole. Et la grippe espagnole, dont vous dites qui est relativement oubliée, notamment des citoyens européens. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir, Henri de Leersneider, pour cet ouvrage, Les grandes épidémies de l'histoire, quand peste, grippe espagnole, coronavirus façonnent nos sociétés, à lire impérativement pour comprendre un peu ce que l'on vit aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, merci. Il est 7h48. Restez avec nous. Dans un instant, on continue de parler épidémie. On s'intéresse au cas israélien. C'est le Vu d'Israël du jour. Ce sera juste après la pause.